Ils ont eu peur de ces armées, mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que sa véritable arme, c'était la beauté. Les murs sont vides, les cadres brisés, les toiles abandonnées. Il s'arrête, observe, puis dit doucement « Un empire se construit avec des victoires. La gloire doit être visible, palpable, incontournable. Chaque coup de pinceau devient un acte politique. Chaque statue, un message au royauté. Il veut transformer l'art en... » C'est ici que la légende commence, dans un atelier qui ressemble plus à un champ de bataille qu'à un lieu de création. La chaleur des torches étouffe les artistes. La pression est immense. Napoléon ne veut pas des tableaux, il veut des armes visuelles. Il passe entre les chevalets, corrige une posture, exige un regard plus héroïque, une lumière plus divine. Les peintres le regardent avec crainte. Ils savent qu'un trait de pinceau raté pourrait ruiner leur carrière. Mais ils savent aussi une chose, celui qui plaira à Napoléon entrera dans l'histoire. La transformation commence, l'art devient discipline, les artistes soldats, et chaque toile une victoire à conquérir. Il y avait un homme que Napoléon considérait comme un général, mais sans épée. Jacques-Louis David, le maître absolu du néoclassicisme, devient son peintre officiel. David ne peint pas seulement Napoléon, il le construit. Chaque trait accentue sa majesté, chaque ombre renforce son mystère, chaque posture le rapproche d'un héros mythologique. La France découvre quelque chose de nouveau. Le pouvoir peut être peint. Et David, dans le silence de son atelier, comprend qu'il ne travaille plus pour un homme, mais pour une légende en train de s'écrire. Ce jour-là, Napoléon révéla son plus grand secret. Il connaissait l'art mieux que les artistes eux-mêmes. Lors d'une séance, David lui demande de poser la main dans son gilet. Napoléon corrige immédiatement. « Non, maître David, une main doit montrer la maîtrise, une main doit éduquer. » Et ainsi naît la pose qui fera le tour du monde. Derrière ce geste simple se cache une stratégie. Paraître calme alors que l'Europe brûle. La France voit un chef, les rois voient un message, je contrôle tout, même mon image. La vérité traversait les Alpes sur un cheval blanc fougueux. Mais ce détail, héros antique défiant la montagne, domptant voix et croit, il est invincible. Et l'Europe tremble, comprend qu'il a trouvé son arme la plus parfaite, le mythe. Napoléon voulait que chaque mur parle pour lui. Au cœur du palais, les tentures deviennent un langage politique. Chaque fil raconte une victoire. Chaque motif glorifie sa grandeur. Les ambassadeurs étrangers traversent ces galeries comme on traverse un tribunal silencieux. On ne peut qu'obéir à ce que l'on voit. Car l'art a déjà rendu son jugement. Et Napoléon a gagné. Quand la statue fut dévoilée, le public comprit. Il voulait régner sur l'imaginaire humain. Parfait, presque romain. Ce n'était pas une œuvre d'art. C'était un message. Je suis l'héritier de César. Le moment le plus audacieux de sa vie fut peint avant même qu'il n'ait lieu. Dans la cathédrale, Napoléon s'empare de la couronne. Il ne laisse à personne le droit de le couronner, ni pape, ni roi, ni tradition. David observe, fasciné. Il comprend qu'il ne peint pas un couronnement, il peint la naissance d'un empire. Et la France, devant la toile finale, croira toujours que ce geste était inévitable. Pour Napoléon, même la guerre devait être belle. Les cris en harmonie visuelle. Les explosions deviennent lumière, les victoires. Et l'art exécute cet ordre. Chaque bataille était pensée comme une peinture avant même d'être livrée. Il imagine la scène, la posture, l'angle, anticipe. L'art précède l'épée.
Ce que l'on oublie souvent, c'est que Napoléon a construit le plus grand musée de pouvoir de son époque. Le Louvre devient un arsenal politique. Les œuvres volées en Italie, en Égypte, en Allemagne, deviennent les trophées silencieux d'un empire en expansion. Chaque couloir murmure. Voici ce que la France conquiert et protège. Même la pierre devait obéir. Il ordonne des arcs gigantesques, des avenues monumentales, des places qui écrasent par leur grandeur. L'architecture devient son théâtre. Chaque bâtiment, une récitation de puissance. Paris se transforme en capitale impériale. Et le monde comprend. La France n'est plus un pays, c'est un symbole. Pour la première fois dans l'histoire, le pouvoir devient reproductible, illuminé. Le peuple ne le voit presque jamais, mais il le reconnaît toujours. Une image et un empire qui se propage. Chaque symbole impérial avait une mission, hypnotiser. L'aigle, laurier, étoile, chaque emblème rappelle Rome. Napoléon ne copie pas les anciens empires, il leur prend leur langage. Et en quelques années, toute la France parle ce langage sans même s'en rendre compte. Même les penseurs comprirent que l'art napoléonien n'était pas un style, mais une stratégie. Poètes, musiciens, historiens, tous gravitent autour du pouvoir. Ils interprètent, glorifient, amplifient. Les idées deviennent mélodies, les récits deviennent légendes. Et Napoléon, au centre, orchestre tout cela comme un chef d'orchestre invisible. Le génie de Napoléon, c'est qu'il comprenait aussi la beauté de la compassion. Il visite les blessés, touche leurs plaies, parle doucement. Les peintres capturent la scène. La France voit un père, l'Europe voit un meneur. Mais surtout, Napoléon voit un moment de grâce capable de cimenter la loyauté de toute une armée. Mais parfois, l'art révélait ce que le pouvoir voulait cacher. Des peintres témoignent de la violence, des corps, des ruines. Napoléon comprend alors que l'image est une arme, mais aussi une menace. Car si elle peut magnifier, elle peut aussi dévoiler. Et une lutte silencieuse commence. Maîtriser ce qui doit être vu et ce qui doit disparaître. Puis vint l'hiver. Le seul ennemi que même Napoléon ne pouvait maîtriser. La réalité devient plus brutale que n'importe quelle toile. Les artistes tentent de peindre, mais leurs doigts gèlent. Napoléon comprend que cette campagne ne pourra jamais être glorifiée. Il découvre pour la première fois un paysage plus fort que sa légende, la Russie. Quand l'Empire tomba, ces images tombèrent avec lui. Les ateliers se vident, les toiles restent inachevées, les statues sont recouvertes de draps comme des fantômes silencieux. L'art, autrefois arme triomphale, devient témoin d'un empire déchu. Mais quelque chose persiste. La beauté ne meurt jamais. Même vaincu, Napoléon continue de fasciner son ennemi. Les Anglais ouvrent les caisses de ses œuvres comme on ouvre un coffre sacré. Ils découvrent un génie visuel incomparable. La guerre est terminée, mais l'admiration commence. L'empereur n'a plus d'armée, mais son image conquiert encore. Sur ce rocher perdu, il comprit enfin la vérité la plus cruelle. On peut conquérir des continents, mais on ne conquiert jamais la mémoire du monde sans la bénédiction de l'art. Il regarde ses anciens portraits, ses gestes immortalisés, ses victoires figées dans la lumière. Il murmure « Tout cela était mon véritable empire. » Un siècle plus tard, et le monde regarde encore. Les tableaux de David ne sont plus propagande. Ils sont héritage. Les statues ne sont plus intimidation, elles sont mémoire. Ce que Napoléon avait voulu comme arme est devenu trésor national. Et la beauté qu'il avait ordonnée rayonne encore. Car un empire peut tomber, mais une image ne tombe jamais. Les couleurs de David traversent les siècles.
Les statues impériales inspirent toujours les sculpteurs. Les arches qu'il a ordonnées dominent encore Paris. Napoléon a perdu Waterloo, mais il a gagné une bataille bien plus grande, celle de la postérité. Et voici la vérité, celle que même ses ennemis ne peuvent nier. Napoléon n'a pas seulement marqué l'histoire, il l'a mise en scène, il l'a sculptée, il l'a peinte. Son empire a disparu, mais sa vision de la beauté continue de dominer le monde. Il voulait que l'art serve le pouvoir. Et au final, c'est l'art qui l'a rendu immortel.